Digitalisation de l'économie et polarisation du marché du travail. C'est à vous. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être là très nombreux pour cette session du Printemps de l'économie avec un sujet absolument passionnant et clé sur l'évolution de l'économie aujourd'hui. Alors d'abord, en deux mots, je me présente. Je m'appelle Christophe Alix, je suis journaliste depuis 19 ans au service économie de Libération. J'ai beaucoup suivi beaucoup d'aspects des politiques économiques, à la fois beaucoup sur les nouvelles technologies. Je suis arrivé un petit peu dans le journalisme au moment où Internet et le web se développaient. Et donc j'ai vu de très près cette digitalisation de l'économie qui m'a d'ailleurs aussi fortement impacté dans mon travail et dans mon activité professionnelle. Voilà, donc je suis un généraliste de l'économie et cette question de la digitalisation de l'économie, de la montée des inégalités, de la mutation de nos économies, ce sont des questions absolument au cœur, comme on va le voir aujourd'hui lors de cette séance, des réflexions et des politiques publiques des gouvernements. Alors, pour vous éclairer sur cette question, à ma gauche, j'ai monsieur Bruno Pallier, qui est le directeur du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Alors dit comme ça peut paraître un peu brut, mais il y a quelque chose de très difficile et de très compliqué aujourd'hui dans les politiques publiques, c'est de pouvoir en évaluer l'impact, de manière à pouvoir éventuellement les corriger, les évaluer, les noter et donc éventuellement les rectifier. C'est un champ qui est, je crois, encore, c'est pas du tout notre champ d'aujourd'hui, mais c'est un champ qui, je crois, est encore assez nouveau. Il faut beaucoup d'outils, beaucoup de méthodologies pour être capable d'évaluer les politiques publiques, pour être capable de les orienter, les changer. On va le voir sur un sujet comme le nôtre aujourd'hui. C'est un point absolument clé parce que la polarisation du marché du travail, ça touche tellement de facteurs, c'est tellement multifactoriel, comme on dit, que c'est très difficile de maîtriser l'ensemble des outils, des méthodes, des politiques publiques qu'on peut avoir pour essayer justement d'atténuer cette polarisation du marché du travail et peut-être de trouver des moyens d'en sortir ou de l'orienter plus positivement. Grégory Verdureau, qui va prendre la parole dans quelques secondes, est professeur d'économie à Évry, donc à l'université d'Évry. Voilà. Et alors donc, voilà, on a 1 heure pour débattre de ces questions. Je pense qu'on aura aussi un petit peu de temps prévu avec la salle, avec vos questions. On va essayer en 1 heure de faire le tour de cette question qui est très vaste. Voilà. Alors, juste pour camper le décor 2 secondes et avant de donner la parole à nos 2 intervenants qui vont chacun vous faire une présentation assez détaillée avec des graphiques, des schémas, des PowerPoint, et puis après on discutera encore un petit peu et on essaiera, je pense, de garder un quart d'heure, 20 minutes pour des questions de la salle. Donc ça va être très serré comme timing. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui digitalisation de l'économie. J'ai peut-être pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez bien à quel point la digitalisation de l'économie, elle est partout. Elle est d'abord née dans le secteur des nouvelles technologies, dans l'informatique, dans les années 70, 80. Et puis après, elle s'est développée d'une manière extrêmement forte avec l'Internet. Cette digitalisation ou cette arrivée des nouvelles technologies, elle est allée complètement de pair aussi avec la globalisation, la mondialisation, avec la mondialisation des marchés financiers, la mondialisation des moyens de communication, l'Internet, le web, dont on vient de fêter les 30 ans, je crois. Le web, c'est 93, oui, c'est ça. Le web, quand on y pense d'ailleurs, c'est vertigineux. Seulement 30 ans. Seulement 30 ans pour le web, quand on voit en 30 ans comment les choses ont changé. Et donc, digitalisation de l'économie, qui s'est amenée et qui s'est... Digitalisation, donc qui s'est rapprochée à la fois d'un mouvement très fort vers les nouvelles technologies, d'un mouvement de digitalisation maintenant qui dépasse le secteur proprement dit de l'Internet, les Google, Facebook, GAFA, Startup & Co, pour se répandre dans toute l'économie, étant donné qu'aujourd'hui, la digitalisation, elle concerne toutes les entreprises, elle concerne aussi les États avec l'e-administration.
Bref, c'est un mouvement absolument général qui est allé de pair avec la globalisation, avec une explosion des inégalités qui est arrivée avec la globalisation, avec les délocalisations. Et comment ça s'est traduit? Un des points très forts dans nos pays, eh bien, ça s'est traduit dans nos pays par une désindustrialisation, par une délocalisation des emplois dans les pays émergents, dans les pays à bas coût du travail, comme on dit, et par une polarisation du marché du travail. Alors, qu'entend-on par polarisation du marché du travail? C'est que les emplois intermédiaires, les salaires intermédiaires ont tendance à diminuer et on a une grande masse, disons, de salariés de plus en plus, ou disons d'emplois de plus en plus précarisés, de moins en moins qualifiés, alors même que dans le même temps, on le voit avec vous tous aujourd'hui, ben, on a plutôt quand même une augmentation du niveau d'enseignement. Donc il y a un vrai problème pour les jeunes quand ils arrivent sur le marché du travail. Et donc une grande masse d'emplois qui sont plutôt déqualifiés ou peu qualifiés, qui sont notamment dans tous les services à la personne, parce que l'industrie, la consommation des biens manufacturés, elle baisse, mais les services à la personne et les services en général, ils augmentent. Donc on a ce mouvement de tertiarisation de l'économie vers les services à la personne qui est très difficile à contrer et qui génère en lui-même ces emplois peu qualifiés et cette polarisation du marché du travail. Et puis, et c'est aussi le volet inégalité, à l'autre bout de l'échelle, vous le voyez tous les jours dans les journaux, dans les débats politiques, on a une classe, disons un petit nombre d'ultra riches, ultra qualifiés, enfin pas toujours ultra riches d'ailleurs, mais de gens ultra qualifiés, qui eux bénéficient à plein de ce mouvement de globalisation, de digitalisation de l'économie, qui font des fortunes absolument extraordinaires. Vous le voyez tous les jours dans les journaux, les start-upers qui ont valorisé leur entreprise à des milliards, les salaires des ingénieurs spécialisés dans les data, dans le data mining, dans les données, les data scientists chez Google qui sont payés des véritables fortunes. Bref, quelques emplois très qualifiés, tout à fait en phase avec l'évolution économique actuelle, qui, eux, bénéficient à plein de ce mouvement. Et donc, on a justement cette polarisation du marché de l'emploi, cette polarisation du travail qui est, voilà, j'ai essayé de le résumer en quelques secondes, mais on va rentrer beaucoup plus dans les détails, quelque chose contre lequel il est assez difficile de lutter parce que ce sont des tendances longues qui sont nées il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce sont des tendances qui sont en train de façonner l'économie, non pas seulement d'ailleurs dans nos pays, mais dans le monde entier. Voilà, j'avais juste un chiffre, hein, vous voyez, que j'avais retenu très rapidement, que j'avais noté, c'est qu'en France, hein, je crois que c'est un chiffre de l'OCDE, les emplois intermédiaires entre 1993 et 2010, qu'on appelle les emplois intermédiaires, ils ont baissé de 47 à 39%. Voilà. Et d'où cette thématique d'une classe moyenne en danger aujourd'hui et toutes les répercussions politiques qu'on peut avoir. Donc tout de suite, la parole à Grégory Verdureau qui va nous parler des effets technologiques de cette révolution et pourquoi la technologie et les technologies et la digitalisation sont en train de changer complètement la nature de l'économie. Et puis dans un deuxième temps, Bruno Palier, lui, nous parlera peut-être un petit peu plus de politique. Quelles sont les conséquences politiques de cette polarisation du marché de l'emploi? Comment on mène des politiques publiques pour essayer d'en atténuer les effets ou de domestiquer cette polarisation du marché de l'emploi. Bref, voilà. Donc d'abord, une vision un petit peu technologique des changements économiques, du progrès technique, de la robotisation, j'imagine, de l'automatisation, de la digitalisation, avec Grégory Verdureau. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, donc vous avez parlé de beaucoup de thèmes. Je ne sais pas si j'arriverai à faire le tour de toutes ces questions en 10 minutes. Je vais surtout parler un peu de la manière dont les économistes ont réalisé que le marché du travail était en train de se transformer, quelles étaient les conséquences et comment ils ont finalement réussi à voir quels étaient les gagnants et les perdants de ce nouveau marché du travail.
Alors, la polarisation de l'emploi, c'est un terme qui est devenu, je dirais, à la mode et célèbre, et à juste titre, hein, parce que ça désigne vraiment très bien ce qui se passe depuis une dizaine d'années. Mais en fait, c'est des phénomènes qu'on a observés depuis une trentaine d'années, notamment dans les pays anglo-saxons, où on s'est aperçu, au début des années 80, que les inégalités de salaire ne se réduisaient plus et qu'au contraire, elles allaient à rebours, elles commençaient à augmenter. Donc il y a eu une première rupture au début des années 80 avec des inégalités de salaire qui ne se resserrent plus et qui augmentent. D'accord ? Donc on s'est posé la question de savoir pourquoi, et bon, les premières réponses qui sont venues de manière assez naturelle, c'était qu'il s'était passé quelque chose au niveau des technologies, au niveau du changement technologique. En fait, on s'est aperçu que cette hausse des inégalités coïncidait exactement avec l'arrivée de l'informatique et des nouveaux types d'ordinateurs qui ont commencé à cette époque à se généraliser dans les entreprises. Alors les premières études à l'époque, les premiers économistes du travail, ils regardaient au niveau de la firme ce qui se passait et ils voyaient que lorsque les firmes commençaient à produire en utilisant plus d'ordinateurs, ben, ça changeait fondamentalement leur demande de travail, c'est-à-dire leur manière de produire. Elles avaient tendance à embaucher plus d'individus qualifiés et embaucher moins d'individus avec des niveaux d'éducation plus faibles ou intermédiaires. Et la chose qui a beaucoup frappé, surtout à cette époque, c'était que non seulement elles embauchaient plus d'individus qualifiés, mais aussi elles avaient tendance à les payer plus, à leur donner des salaires plus élevés et à finalement en vouloir, à être prêt à payer toujours plus ces individus qualifiés par rapport aux individus moins qualifiés. Alors les économistes ont donc commencé à désigner ce phénomène en appelant ça le progrès technologique biaisé. Alors l'idée derrière ce progrès technologique biaisé, c'est que les ordinateurs, contrairement à ce qui s'était passé dans les années 50, 60, les autres formes de progrès technologique, étaient bien plus favorables aux travailleurs qualifiés qu'aux travailleurs moins qualifiés. Et que donc non seulement il les rendait plus productifs, il leur permettait donc de commander des salaires plus élevés dans les entreprises, mais en même temps, ils augmentaient leurs demandes par les entreprises. Bon, ça c'était une des premières explications technologiques, on va dire. Ces questions ont fait relativement controverse parce qu'aussi, en même temps, au début des années 80, il s'est passé deux choses. La première chose, c'est que dans beaucoup de pays, il y a eu une sorte de libéralisation du marché du travail. Ça ne s'est pas produit vraiment en France, mais où on était plutôt à rebours, là, avec l'élection donc, de François Mitterrand. Mais bon, dans les pays anglo-saxons ou aux États-Unis, là, par contre, on a constaté qu'avec l'arrivée du Reaganisme et l'arrivée de Thatcher, il y avait une baisse des individus à bas salaire. Et beaucoup d'économistes ont dit il n'y a pas forcément que la technologie qui est responsable pour la hausse des inégalités, mais il y a aussi sûrement un facteur institutionnel. D'accord ? Le second facteur qui s'est produit sur cette période, et là je pense qui a beaucoup frappé, c'était que non seulement les individus plus qualifiés étaient mieux payés, mais aussi ils étaient beaucoup plus nombreux. Alors pourquoi ils étaient plus nombreux ? Parce qu'en fait, c'était une des périodes qui suivait une période de massification assez importante de l'éducation aux États-Unis et globalement dans les pays développés dans les années 60 et les années 70. Or, on s'attendait à observer qu'il y avait à la conséquence du fait qu'il y a beaucoup plus d'individus diplômés qui arrivent sur le marché du travail, on se serait attendu plutôt à ce que leur salaire baisse. Donc les salaires des diplômés baissent parce que tout simplement, ils sont plus nombreux. Alors en fait, c'est pour ça que les économistes ont privilégié, en tout cas au départ, l'explication technologique. C'était parce qu'on s'apercevait que non seulement les plus qualifiés étaient de plus en plus nombreux suite à la massification de l'éducation, mais aussi les entreprises étaient prêtes à les payer beaucoup plus et toujours plus, leur offrir des meilleurs salaires lorsqu'elles utilisaient les nouvelles manières de produire et lorsqu'elles utilisaient plus d'ordinateurs. Alors ensuite, on s'est aperçu qu'en fait, les choses n'étaient pas si simples. Au départ, on avait en quelque sorte un modèle dans lequel il y avait les très qualifiés qui gagnaient et les moins qualifiés qui perdaient, le progrès technologique qui influençait les plus qualifiés et les moins qualifiés qui perdaient. Alors, ce modèle, il est vrai, mais il n'explique pas vraiment ce qu'on a observé en termes de polarisation. D'accord ? Parce qu'en fait, sur la période, on s'est aperçu que ce n'était pas tellement les
moins qualifiés dans leur ensemble qui souffraient du progrès technologique, mais c'était plutôt certains types d'emplois particuliers des moins qualifiés et les emplois, comme on a parlé tout à l'heure, les emplois intermédiaires, les emplois moyens au milieu de la distribution. Et là, il y a un nouveau type de modèle qui a été proposé pour expliquer ça et qui vise à comprendre finalement ce que font plus précisément les ordinateurs et pourquoi les ordinateurs ont remplacé certains types d'emplois par rapport à d'autres. Alors, l'idée de ce nouveau modèle qui vise donc à expliquer pourquoi ce sont les emplois intermédiaires, pourquoi ce sont les emplois du milieu qui ont le plus souffert, c'est de mieux comprendre finalement pourquoi les ordinateurs de première génération, quelle est la contribution des ordinateurs de première génération sur la production. Alors en fait, les premiers ordinateurs, on s'est aperçu qu'ils étaient, ils étaient très forts pour effectuer certains types de tâches, mais pas forcément toutes les tâches. Alors les tâches pour lesquelles les ordinateurs ont été les plus forts, c'est les tâches qu'on arrivait à codifier parfaitement. Les tâches pour lesquelles il est assez simple de prédire toutes les circonstances, tous les comportements que l'ordinateur doit avoir face à son activité de production. Donc ça, on appelait ça les tâches routinières. Pour vous donner une idée, les tâches routinières, c'est par exemple un distributeur bancaire, une caisse de péage automatique ou l'automatisation d'une chaîne de production dans lesquelles il n'y a pas de surprise. Si vous voulez, l'ordinateur, il y a des possibilités qui sont limitées, mais on ne va pas demander à l'ordinateur d'avoir de la flexibilité ou de faire face à des situations extrêmement diverses. Et en fait, on s'est aperçu que ces tâches routinières, comme par exemple remplacer les agents dans les banques par des distributeurs bancaires, remplacer les caissiers dans les péages d'autoroute par des machines, remplacer la production dans les usines par automatiser donc la production dans les usines, caractériser énormément d'emplois qui sont dans le milieu de la distribution. Les emplois du milieu de la distribution étaient un peu des emplois routiniers qui se trouvaient pour moitié dans le secteur industriel, qui ont donc subi l'automatisation de la production, et pour l'autre moitié, c'était des emplois intermédiaires, des emplois de bureau dans lesquels l'ordinateur nous a permis de nous passer du travail de secrétaire, du travail de comptable qui tapait. On a utilisé l'ordinateur pour se servir de base de données, donc on n'a plus eu des individus qui allaient classer dans des grandes armoires des dossiers, etc. Donc, les ordinateurs étaient donc très très doués pour remplacer ce type d'emploi routinier. Donc ils ont fait un peu disparaître cette partie des emplois au milieu de la distribution. Et on s'est aperçu que les ordinateurs n'étaient pas doués pour faire ce qu'on a appelé des emplois de service manuels non routiniers. Alors je les appelle des emplois de service manuels parce que c'est des emplois qui vont principalement être caractérisés par le fait qu'on doit s'occuper, on doit bouger des choses, on doit s'occuper de biens, on doit changer des personnes, on doit garder des enfants, on doit servir des repas. Donc là, vous voyez, ça désigne à peu près pas mal du secteur des services qui est actuellement en expansion, dans lequel on a de plus en plus de travailleurs. Donc ces emplois, ils sont manuels parce que, globalement, on déplace des objets, on déplace des repas, on s'occupe des enfants. Ils ne demandent pas forcément un niveau d'éducation très élevé, il n'y a pas forcément des rendements de l'expérience très élevés, même s'il faut effectivement avoir un certain type d'expérience et vraisemblablement on est meilleur avec l'expérience, mais voilà, ce n'est pas des emplois dans lesquels on voit que les salaires progressent beaucoup avec le niveau d'expérience d'individu. Et ils sont non routiniers parce que jusqu'à aujourd'hui, les ordinateurs ne peuvent pas remplacer le travail humain ici. Les ordinateurs, première version, ne savent pas vraiment répondre à la flexibilité. Or, pour s'occuper d'enfants, pour servir des repas, ne serait-ce que se déplacer entre les tables, être en interaction avec les cuisiniers, etc., il faut beaucoup plus de flexibilité que ce que peuvent faire les premières générations d'ordinateurs. Et même avec l'intelligence artificielle, ils n'y arriveront pas forcément. En tout cas, voilà. Ça va être très, 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 très long. Voilà, donc la question, effectivement, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va changer la donne et quand ? Si oui ou quand? Dans la santé, on voit que c'est pas encore, ça balbutie à peine des robots ménagers dans les maisons de retraite ou des choses comme ça. C'est très très difficile d'avoir un robot. Il y a vraisemblablement aussi des barrières morales qui fait que peut-être les gens n'ont pas envie de se faire soigner par des robots, même s'ils ont des têtes ils ont l'air très sympathiques, comme les robots japonais avec des têtes de chatons ou des choses comme ça. Bon, mais le progrès technologique peut-être pourrait nous les rendre sympathiques. Là, ça dépend des innovations qu'on peut pas anticiper.
Donc voilà. Un groupe qui a perdu beaucoup les emplois du milieu, un groupe qui n'a pas été affecté par le progrès technologique directement, par contre indirectement, parce qu'il y avait les gens qui étaient au milieu qui se sont réalloués dans ces emplois du bas, manuels non routiniers, où les ordinateurs, pour le moment, n'ont pas pu changer les choses. Et je vais conclure là-dessus. Le dernier groupe, celui qui a gagné de l'informatique, qui a vraiment été rendu plus productif par l'informatique, c'est ceux dont je vous parlais au début, dont on observait qu'ils étaient à la fois plus nombreux et à la fois mieux payés. Alors, en économie, on aime bien les courbes d'offres et de demande, et quand on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'individus qui offrent leur travail, donc un choc d'offres positifs, et que leur salaire augmente, ça signifie que les entreprises ont, entre guillemets, contrebalancé le choc d'offres par un choc de demande. C'est-à-dire les entreprises ont demandé plus de travail qualifié que ce que les économies ont réussi à offrir, ce qui a tiré leur salaire vers le haut. Alors pourquoi est-ce que les entreprises ont été si friandes d'individus qualifiés ? En fait, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle des complémentarités du travail qualifié avec les ordinateurs. Lorsque moi, par exemple, en tant que chercheur ou en tant qu'ingénieur, j'utilise un ordinateur, je peux aller chercher de l'information beaucoup plus rapidement, je peux effectuer des calculs avec des logiciels statistiques beaucoup plus rapidement. Ça augmente beaucoup votre productivité, comme on dit. Voilà, exactement. Ça augmente ne serait-ce que ma productivité en tant que chercheur, mais la productivité d'un ingénieur, la productivité d'un manager qui est capable donc de se coordonner en envoyant, peut-être il y a un phénomène de saturation si on envoie trop d'emails, mais qui est capable de se coordonner plus rapidement en envoyant des mails et donc faire baisser les coûts d'organisation, capable de trouver plus d'informations, capable de réduire finalement tous ces coûts de coordination et de nous concentrer sur les capacités, sur les aspects de nos travail pour lesquels on est le plus productif finalement. Et donc c'est un peu l'interprétation de ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est que les ordinateurs, à la fois par leur capacité de calcul, en facilitant la communication, ont augmenté la demande des entreprises toujours plus pour le travail qualifié et plus que ce que nos systèmes d'éducation dans les pays développés ont réussi à fournir. Et tout ça, ça a attiré donc le salaire et à la fois le nombre d'individus qualifiés vers le haut. Alors je voudrais conclure juste brièvement pour rester sur une note quand même pas trop pessimiste, c'est que même si on voit que la classe intermédiaire a tendance à baisser, à souffrir, à disparaître, on n'a quand même jamais eu autant d'emplois qualifiés et autant d'emplois de cadres en France. C'est-à-dire que même si effectivement on peut avoir tendance à penser qu'il y a une sorte de dévalorisation de l'éducation, et c'est sûr que lorsqu'on est un jeune diplômé, c'est pas forcément facile, notamment si on n'est pas dans les secteurs pour lesquels il y a le plus de débouchés, mais quand même, on est quand même dans une société où la proportion d'individus qui font un travail qualifié n'a jamais été aussi forte. Donc que ça, voilà. C'est un petit peu le paradoxe, non ? C'est-à-dire que ces emplois intermédiaires qui souffrent, il y a beaucoup d'emplois donc qui sont un peu tirés vers le bas, vers les emplois de service, mais même si les emplois très qualifiés en haut représentent finalement une faible part par rapport au nombre d'emplois peu qualifiés, ces emplois très qualifiés n'ont jamais été aussi nombreux qu'avant. Et il y a quand même aussi un autre élément qui peut être aussi rassurant. En France, le chômage des cadres n'existe presque pas. Le chômage des cadres est extrêmement limité. Donc les gens bien formés et très formés en France, il y a peu de chômage. Absolument, absolument. Donc on est quand même dans une économie qui a réussi à absorber en grande partie la massification de l'éducation, même si on ne peut pas nier qu'il y a eu des phénomènes vraisemblablement de déclassement et de baisse des rendements de l'éducation. Il y a la question de la qualité des diplômes, des choses comme ça. Mais... Avant de passer à Bruno Palier, juste une toute petite question sur laquelle les économistes aussi insistent très souvent, c'est dans cette mutation des économies, la désindustrialisation. On a beaucoup, un petit peu, vu souvent, et dans une tradition un peu marxiste, l'usine comme un lieu un peu abominable d'exploitation, d'asservissement. Mais finalement, la désindustrialisation, à l'époque où on avait plus d'emplois dans l'industrie, eh bien, ces emplois intermédiaires, qui étaient nombreux dans l'industrie, étaient plutôt, mieux valorisés, mieux payés et avec plus de perspectives qu'ils ne le sont aujourd'hui dans les services. C'est-à-dire que les prolétaires de l'industrie, ils ont été finalement, d'une certaine manière, encore plus prolétarisés quand ils se sont retrouvés dans des travaux de service. Alors, vous avez tout à fait raison. Donc, vous parliez de l'analyse marxiste. Donc, c'est vrai
les emplois industriels des années 50 n'étaient pas similaires aux emplois industriels du 19e siècle. On était quand même dans des entreprises dans lesquelles il y avait des syndicats, des grandes entreprises, et dans lesquelles le pouvoir de négociation des salariés était bien plus élevé que dans celui des services, et ce qui leur permettait donc d'obtenir des salaires qui étaient supérieurs de ceux dans les petites entreprises. Il y a une caractéristique assez générale en économie du travail, c'est qu'il y a un lien entre le salaire et la taille de l'entreprise. Si vous travaillez dans une grande industrie, généralement, votre salaire sera beaucoup plus élevé que si vous travaillez dans une petite entreprise. Le secteur des services est souvent caractérisé par des petites entreprises. Voilà. Oui, alors que chez Renault, on était dans des grandes entreprises et il y avait une progression du pouvoir d'achat. Merci beaucoup, Grégory Verduron. On va continuer peut-être en fin de débat à ouvrir un petit peu les choses sur demain, l'intelligence artificielle, la robotisation, la fin du travail, on dit certains, enfin bref, la poursuite du mouvement technologique, à quoi il va ressembler. Mais tout de suite, je laisse la parole à Bruno Palier, qui va nous faire une présentation sur les conséquences politiques de cette polarisation du marché de l'emploi. Parce que les conséquences politiques, elles sont très fortes. Je vais juste, en guise d'introduction, dire qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de populistes au pouvoir dans beaucoup de pays dans le monde et en Europe. Est-ce qu'il y a un lien entre cette polarisation du marché du travail et les populistes, et les mouvements populistes, les mouvements protestataires de toutes sortes qui fleurissent un peu partout dans le monde? Voilà, c'est peut-être une bonne manière d'introduire le fait que la polarisation du travail, c'est pas seulement, et du marché du travail, c'est pas seulement une question d'économistes et de statistiques, c'est aussi une question extrêmement politique aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. C'est tout à fait la thèse que je souhaiterais présenter, c'est que les très grands perdants de la polarisation, donc ceux qui ont un emploi routinier, sont en train de se révolter. Et cette révolte, on l'entend tous les samedis en France, mais on l'a entendu aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc. Donc je voudrais revenir un petit peu là-dessus et commencer par la crainte. Vous voyez, c'est des robots qui virent les salariés. Donc il y a la peur de se retrouver à la rue. Et ça peut déboucher sur des mouvements tels que celui qu'on connaît en France, mais ce n'est pas le premier. C'est qu'il y a d'autres mouvements de révolte là-dessus par rapport aux craintes vis-à-vis du travail, par rapport à la vie quotidienne, etc. Alors, les questions, je pense que quand on prend une perspective qui regarde les institutions, qui fait des comparaisons, permet de détailler la façon dont ça se passe dans chaque pays. Puisque Grégory nous a expliqué un peu la logique d'ensemble, que l'on retrouve partout. Je pense qu'il a vraiment raison. C'est la grande logique structurelle, c'est le changement technologique qui affecte principalement les emplois routiniers, qui améliore la productivité des plus qualifiés et qui maintient en bas, je dirais, mais multiplie aussi des emplois de services aux personnes ou aux autres, que ce soit Deliveroo, Uber, ou bien s'occuper des enfants des personnes âgées. Mais comment s'opère la transition? Comment on passe d'un monde où il y avait beaucoup d'emplois routiniers à un monde où il y en a moins? Puisque vous avez cité le chiffre 47% à 39%, ça c'est la première question. Après, c'est quels emplois, quelle polarisation? Alors, vous avez vu dans le programme, devait y avoir Camille Penny, qui est sociologue, qui a beaucoup travaillé justement sur regarder le type d'emploi qui se crée. Il est malade, il ne peut pas être là, mais je présenterai un de ses graphes. Ah, désolé, donc il y avait des grands fans de Camille dans la salle. On lui envoie un grand bonjour de votre part. Ça lui fera plaisir. Je continue. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que quand on regarde les politiques publiques, il y en a certaines qui sont des accélérateurs des processus dont nous a parlé Grégory. Il a par exemple parlé de la flexibilisation du marché du travail. On pourrait en mentionner d'autres, des accélérateurs de création des bons emplois ou des politiques qui visent à freiner la disparition des emplois de milieu. Donc je parlerai un peu de ça. Et c'est ça sans doute qui explique en partie pourquoi tous les pays ne se polarisent pas de la même façon. Ensuite, je reviendrai sur cette idée que ceux qui sont les plus menacés ne se laissent pas faire, si on peut dire. Ils ne vont pas disparaître comme ça sans protester. Et puis, si j'ai le temps, mais ça c'est peu probable, c'est d'essayer de disserter un petit peu, de faire un essai sur les nouveaux rapports de pouvoir entre les classes. Puisque là, on voit bien deux classes qui se...
Voilà, et voilà, on va essayer, mais juste pour annoncer la chose, des fois que j'ai pas le temps de le faire, c'est que donc on nous dit d'un côté il y a des gens très qualifiés, ils s'en tirent très très bien, de l'autre il y a des gens qui doivent s'occuper des autres, mais les autres c'est pas n'importe qui, c'est justement ceux d'en haut. Hein, il y a des gens qui apportent des pizzas aux autres, il y a des gens qui conduisent les autres d'un endroit à un autre, il y a des gens qui s'occupent des enfants de ceux qui sont très productifs, et donc il y a, je crois, un nouveau rapport de domination qui est typique des économies de service que j'appelle entre les cerveaux et les servants, et leurs servants, si vous voulez, pour caractériser la chose dans laquelle on s'installe progressivement. Alors, comment s'opère la transition? On a souvent le fantasme qu'on est en train de se faire virer par les robots, d'accord? Que les emplois routiniers notamment, donc vous voyez c'est quelqu'un qui est à la poste, hein, qui bosse à la poste, qui fait des paquets, en fait un robot il sait très bien le faire donc on le vire. En fait c'est pas comme ça que ça se passe. Donc moi j'ai travaillé avec des chercheurs qui ont pris des données de panel. Vous savez les données de panel c'est qu'on est capable de suivre depuis 50 ans en fait ce qu'il arrive à des citoyens britanniques. Il y a la même chose en Allemagne, en France, hélas, on n'a pas cette chose-là, mais donc on pose régulièrement, tous les ans, des questions à des dizaines de milliers de Britanniques pour leur demander où ils en sont, quel emploi, quel revenu, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et donc, on a été, mes collègues, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, eh bien, regardons le destin de ceux qui ont des emplois non routiniers très qualifiés, hein, les grands gagnants dont parlait Grégory. Regardons ce qui se passe pour les gens qui ont des emplois non routiniers manuels hein, de service et regardons surtout, c'est ce qui est en orange ici, ce qui se passe pour les gens qui ont des emplois routiniers. Et ce que vous voyez, c'est qu'en 1990, les gens qui avaient des emplois routiniers, eh bien, vous voyez que pour la plupart d'entre eux, les 2/3, ils les gardent. Quelqu'un qui a un emploi routinier en Grande-Bretagne, on peut le dire aussi pour l'Allemagne, et on pressent que c'est un peu la chose aussi en France, les 2/3 le gardent. C'est-à-dire qu'une partie d'entre eux, ils vont à la retraite, une partie d'entre eux gardent leur emploi, et il n'y a en fait que 11% des gens qui sont appelés à prendre un emploi non routinier manuel, moins bien rémunéré. Donc en fait, quand Grégory nous disait qu'il y a une réallocation des emplois, c'est quand on prend des photos, effectivement, on voit bien qu'il y a plus d'emplois non routiniers qu'avant, mais ce n'est pas les gens qui ont les emplois routiniers eux-mêmes, à qui on dit maintenant tu descends. Il les garde. Et il y en a même un petit peu qui montent, vous voyez 12% ici. Donc ce qui se passe en fait, ce que ça dit ici, c'est que la transition de la polarisation, c'est générationnel. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un emploi routinier, il est probable qu'il le garde jusqu'à la retraite, ou jusqu'à l'après-retraite, disons. En revanche, la firme, ce qu'elle va sûrement faire, c'est de fermer cet emploi. Elle ne réembauchera pas quelqu'un dessus. Et ça introduit une dimension qui est tout à fait fondamentale, c'est les dimensions générationnelles. Et que c'est pour les plus jeunes générations qui sont moyennement formées qu'il y a un mur. C'est qu'il n'y aura pas d'emploi ou de moins d'emploi du milieu pour les nouvelles générations. Alors comme il y a beaucoup de lycéens, continuez, employé de banque, trouver un boulot d'employé de banque, si c'est votre rêve dans la vie, pour les jeunes qui sont là, c'est peu probable. Voilà. Et donc, si ça peut vous encourager à continuer les études, parce que là-haut, comme l'a dit Grégory, il y aura plus d'emplois là-haut, mais il y en aura de moins en moins ici, puisque ça ferme une fois qu'on n'a plus son emploi. Voilà. Et vous voyez, en fait, sur 30 ans, il y a très peu de tombées au chômage des gens qui ont un emploi routinier. Cela dit, c'est les données de la Grande-Bretagne. Donc, c'est un marché du travail très flexible. Il y a relativement peu de chômage, mais beaucoup d'emplois très bien rémunérés, à la bourse et autres, et beaucoup de bullshit jobs, puisque l'expression, elle vient de là, bullshit jobs, des emplois, je ne vais pas traduire, mais qui sont à la fois pas très intéressants, mais surtout très mal rémunérés, et notamment, il y a eu des réformes. Alors, Camille Peny, vous pouvez lui refaire un petit coucou, on lui transmettra, et il s'est demandé quelle polarisation pour quels emplois. Donc il a pris, lui, non pas des données de panel, mais des données d'évolution de photos du marché du travail pour regarder quels étaient les emplois qui avaient été créés, quels emplois qui disparaissaient, quels emplois se passaient. Et ce qui confirme, vous voyez ici, il y a plein de pays, je vais vous donner les noms parce que ça ne se voit pas bien, mais ce qu'il confirme, c'est qu'on a bien partout une disparition des emplois du milieu, mais vous avez des pays qui sont mieux capables que d'autres de créer des emplois très bien rémunérés, très qualifiés, d'autres pays qui n'y arrivent pas beaucoup, par exemple ici ou là, et puis des pays qui créent plutôt beaucoup d'emplois pas très bien rémunérés, c'est ici, c'est là, par exemple,
et d'autres pays qui en créent très peu. Alors regardons un petit peu. Vous avez dans la catégorie de Camille Penny, vous avez 3 groupes de pays, l'Autriche, la France et la Suède, qui sont des pays très polarisés, c'est-à-dire qui détruisent à la fois des emplois routiniers dans l'industrie et dans les services, qui créent des emplois très qualifiés. Ce que disait Grégory, c'est qu'il y a beaucoup d'ingénieurs en France, pour le dire trop vite, mais qui ont aussi créé des emplois mal rémunérés, dits non qualifiés. J'y reviendrai peut-être. Ça, c'est le premier groupe de pays. Et puisque j'imagine une partie d'entre vous a eu accès aux travaux de Camille dans son longue interview dans Alternatives économiques, vous avez les mêmes graphiques qui sont reproduits là. Ici, vous avez un groupe de pays, l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, donc à la fois l'Europe du Sud et l'Allemagne, où ce que vous voyez, c'est qu'ils ont réussi à protéger les emplois routiniers des services. Donc les emplois routiniers des services sont protégés, sont très peu détruits. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui travaillent dans les supermarchés, il y a encore des gens qui travaillent dans les banques, ce type de choses, des comptables. En revanche, vous le voyez, du côté de l'industrie, les emplois routiniers ont été fortement détruits. Ces pays arrivent un peu moins bien que le groupe d'à côté à créer des emplois très qualifiés, très bien rémunérés, même en Allemagne. Et vous avez aussi là des contrastes, puisque vous avez l'Allemagne et l'Espagne qui créent, somme toute, pas tant que ça d'emplois routiniers, manuels, mal rémunérés, mais vous avez par exemple la Grèce, qui crée énormément et qui a surtout détruit les emplois et créé énormément d'emplois de très mauvaise qualité. Et puis vous avez un groupe qui, je crois, pour ce qui est de donner de l'espoir, est le plus intéressant, c'est le groupe des pays nordiques, la Danemark, le Finlande, mais aussi les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, qui sont des pays où, certes, vous avez une forte polarisation, c'est-à-dire vous avez une disparition des emplois, mais ce qu'ils arrivent surtout à créer, c'est des emplois qualifiés, alors mis à part la Finlande, mais des emplois très qualifiés. Et en fait, ils créent très peu d'emplois peu rémunérés. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on pourrait dire c'est parce qu'ils ont un marché du travail rigide. Ben non, ça n'est pas le cas. Ni le Danemark, ni la Grande-Bretagne n'ont un marché du travail qui empêche la création d'emplois très mal rémunérés. Au contraire. Mais vous avez un modèle social pour ce qui est des pays nordiques, et je crois une attirance, et puis un salaire minimum aussi en Grande-Bretagne, qui font que ce sont des pays qui, somme toute, ne créent pas tant que ça de mauvais emplois. Et la qualité de la formation, pour ce qui est des pays nordiques, tout à fait. Alors, le rôle des politiques publiques, justement, on y arrive. Qu'est-ce qui explique ces différences? Puisque vous voyez, on a un phénomène général, la polarisation du marché du travail, mais pour autant, ça ne débouche pas exactement sur les mêmes résultats suivant les pays. Alors d'abord, il y a des politiques qui visent à protéger les emplois intermédiaires, à éviter qu'on les détruise. Ça peut être le droit du travail, très difficile de licencier. C'est plus coûteux de licencier que de garder quelqu'un qui a un emploi qui, somme toute, est moins productif et qui pourrait être remplacé par un robot, mais ça serait trop coûteux en termes de licenciement, etc. Donc on ne le fait pas. Il y a aussi les subventions. Par exemple, on sait qu'une partie des baisses de cotisations sociales aux alentours de 1 500, 2 000 euros qui sont développés avec le CICE en France, eh bien, ça subventionne le maintien des emplois du milieu. Typiquement, c'est ce type de salaire. Le protectionnisme, ça, c'est ce qui est proposé par Trump, ce qui est proposé par d'autres, c'est de dire, eh bien, on va protéger vos emplois en empêchant la concurrence de rentrer et de le détruire. Alors c'est la rhétorique qui est employée par des politiciens protectionnistes que l'on trouve en Italie, aux États-Unis, qui ne correspond pas à la réalité des robots. Le protectionnisme n'empêche pas les robots, il reste que c'est une politique qui est mise en avant. Et puis il y a aussi le retard technologique organisé, c'est-à-dire faire en sorte que les robots ils arrivent plus tard. Et certains témoignent que dans la métallurgie en France, on a pris un certain retard, c'est-à-dire qu'on n'a pas modernisé les hauts fourneaux, par exemple, des choses comme ça, pour maintenir l'emploi. Mais le résultat, c'est que, en fait, ça n'est jamais que retardé pour mieux sauter un jour. Complètement. En Allemagne, il y a à peu près, je crois, 4 fois plus de robots dans les entreprises qu'en France, et ce n'est pas pour autant qu'il y a moins d'emplois industriels. La raison, c'est qu'ils fabriquent les robots. En gros, les Allemands, ils font les machines-outils.
Alors, deuxième ensemble de politiques pour les emplois d'en bas, les emplois très peu qualifiés, dont on dit que c'est le vivier d'emploi, que les services à la personne, c'est les emplois du futur, et on en crée effectivement beaucoup, vous l'avez vu dans beaucoup de pays, notamment en France. Quelles sont les politiques publiques ? Eh bien, la flexibilisation du marché du travail, ça c'est clair qu'en France ou en Allemagne, dans les années 90, on n'arrivait pas à créer beaucoup de ces emplois parce qu'il y avait un certain nombre de rigidités, et ça, elles ont disparu. C'est-à-dire qu'on a permis l'emploi en contrat à durée déterminée, on a permis les agences d'intérim de se développer, on a permis le temps partiel, voire le temps très partiel, et ça a favorisé la création de ces emplois. Mais on a aussi, en France en particulier, mais dans l'ensemble de l'Europe continentale, une baisse du coût du travail organisée. Donc les baisses des cotisations sociales, ça a permis de générer la création de ces emplois d'en bas, mais avec un certain nombre de pièges, de trappes notamment à bas salaire, puisque avec les baisses de cotisations sociales, vous créez des effets de seuil, et donc les entreprises n'augmentent pas le salaire au-delà de ce seuil, sinon elles ne bénéficient plus de l'aide, de la subvention et de l'aide fiscale. Donc c'est aussi une des raisons, parmi celles que Grégory a citées, c'est une autre raison pour le maintien de salaires bas dans ces secteurs-là, c'est que la subvention crée un plafond qui est un peu increvable. Et puis vous avez deux exemples allemands. Les mini-jobs, c'est la création de beaucoup d'emplois qui sont mini dans leur nom. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à temps partiel, très mal rémunérés, sans cotisation sociale et donc sans droits sociaux. La différence entre l'Allemagne et la France, c'est qu'en France, sur les bas salaires, on ne paye pas de cotisation sociale, mais on acquiert quand même ses droits à retraite, ses droits à chômage. En Allemagne, ils sont carrément allés jusqu'à dire, puisqu'ils ne payent pas de cotisation sociale, puisqu'elles ne payent pas de cotisation, puisqu'en fait ce sont des emplois occupés par des femmes à 80%, les mini-jobs et les mini-jobs, alors elles n'auront pas droit à la retraite ou à l'assurance chômage, en tout cas un droit plein. Et donc il n'y a que des minima pour ces métiers-là. Et vous voyez qu'il y a des conséquences sociales. Ce n'est pas seulement un emploi mal rémunéré et précaire, c'est aussi un emploi mal protégé sur le long terme. Le One Euro Job, c'est la version allemande de ce qu'on est en train de discuter en France, c'est de obliger les gens qui sont au RSA, vous savez, au revenu minimum depuis longtemps, de prendre une activité. Eh bien en Allemagne, ils l'ont fait pour un certain nombre de chômeurs de longue durée, obligation de prendre une activité pour 1 euro. 1 euro de l'heure, donc qui n'est évidemment pas une grosse rémunération. Alors la question, évidemment, c'est est-ce qu'on peut favoriser pas seulement les gagnants, mais faire en sorte d'avoir le plus de gagnants possible, puisque Grégory a bien souligné le paradoxe. Il y a de plus en plus de diplômés, mais pour autant, il n'y a pas de chômage. Donc on pourrait en avoir encore plus, en fait. Est-ce qu'il y a des façons de stimuler des emplois très qualifiés pour que vous ayez un bon boulot à la sortie de votre master ou de votre thèse suite à vos études ? Alors il y en a. C'est l'investissement dans la recherche et développement. Et là, c'est typiquement ce que l'on trouve en Allemagne, dans les pays nordiques, au Japon, en Corée du Sud. C'est-à-dire qu'ils investissent massivement dans les nouvelles technologies, dans les nouveaux produits, de façon à être ceux qui les inventent et qui les produisent, et donc de façon à créer des emplois. Vous avez ce que j'ai appelé l'investissement social, c'est faire en sorte que tout le monde acquiert une qualification, et ça commence au plus jeune âge, dès la crèche, dès l'école, et tout au long de la vie, avoir une formation pour être toujours en suite et en poursuite du progrès technologique. Puisque Grégory, il faisait allusion, en fait, il y a eu dans les années 80 et 90 une littérature sur la course-poursuite entre le progrès technologique et la formation. Et c'est une course-poursuite qui est représentée parfois par la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles, si vous le connaissez, c'est-à-dire qu'on court mais on n'avance pas parce que la technologie avance vite, donc il faut se former de plus en plus pour rester au niveau. Donc l'investissement social, c'est-à-dire accueillir tous les enfants au plus jeune âge, donner une chance à tout le monde à l'école, accompagner les jeunes, y compris ceux qui sont en difficulté, organiser la formation tout au long de la vie, c'est une façon de partager les compétences et de faire monter la compétence de tout le monde. Et puis il y a aussi la commande publique, c'est-à-dire que l'histoire d'Internet et de la Californie n'est pas du tout une histoire du marché qui a trouvé les bonnes solutions, c'est une histoire de l'investissement de l'État américain dans des dépenses militaires, dans des dépenses de réseau qui vont être pris par l'université de Princeton et quelques autres et qui progressivement vont bénéficier d'énormes commandes publiques pour pouvoir développer leur technologie. Il ne faut surtout pas croire une histoire qui vous dirait que les États-Unis ont laissé le marché inventer les nouvelles technologies. Le web, vous le savez, c'est quelque chose de militaire au départ, mais il y a plein d'autres choses comme ça. Il y a une grande chercheuse qui s'appelle Matsukato qui a bien expliqué le rôle de l'État dans le développement et la montée en puissance des nouvelles technologies, y compris aux États-Unis. Donc là, c'est
à la fois, je dirais, un message d'espoir, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses, mais il faut s'interroger si on fait les bonnes choses par rapport à la grande tendance dont Grégory a parlé. Et il semblerait que dans un certain nombre de pays, on ne fasse pas forcément les bonnes choses. En France, ici, on est très très en retard. En recherche et développement, on en fait 2 fois moins que les Nordiques, on en fait un petit peu plus que les autres Européens, mais beaucoup moins que les pays à la pointe. On fait très peu de ça, c'est-à-dire qu'il y a 10% des bébés qui vont en crèche seulement, que vous avez un taux d'échec scolaire qui reste phénoménal. Vous avez en fait un système scolaire qui polarise, puisqu'il y a ceux qui font les grandes écoles, qui réussissent, et puis il y a les autres qui échouent. On a 10% des enfants qui vont régulièrement en crèche. Ça, c'est une croyance qu'on a beaucoup de crèches, mais les Allemands en ont 3 fois plus aujourd'hui. Et ouais, les choses changent et nous, on reste sur une vision et les vieilles idées. Ouais. Ben, on a eu un baby-boom en France quand même, et on n'a pas augmenté au même rythme le nombre de places en crèche aux atours des années 2000. Oui. Non, je disais qu'en France, on disait souvent que, et un des problèmes d'ailleurs liés au chômage en France, c'est qu'on a plus de travail féminin jeune en France, alors qu'en Allemagne, où le chômage est moindre, on a moins de travail féminin jeune, parce qu'on disait que les jeunes mères allemandes avaient plus de difficultés à garder leurs enfants que les françaises. Mais vous venez de me dire apparemment que c'est peut-être un peu faux. Là aussi, c'est polarisé, c'est-à-dire que du côté des femmes diplômées allemandes, maintenant, elles trouvent d'abord un mari qui est prêt à s'occuper des gosses, donc il y a une pression, et d'autre part, effectivement, elles trouvent des places en crèche, puisqu'il y a 33% des jeunes enfants qui peuvent être accueillis en crèche en Allemagne, mais c'est plutôt les diplômés. Et du côté des non-diplômés, les politiques de mini-jobs et mini-jobs ont mis au travail les femmes peu qualifiées, alors pas forcément quand elles ont des jeunes enfants, mais un peu plus tard, et vous vous retrouvez avec des taux d'emploi, si vous ne comparez pas à équivalent temps plein, mais à des taux d'emploi féminins qui se rapprochent en Allemagne de ceux de la France. Mais la France en a beaucoup plus de taux d'emploi féminin à temps plein qu'en Allemagne. Donc c'est un modèle de temps très partiel en Allemagne pour l'emploi féminin. Alors, pour terminer sur cette révolte des petites classes moyennes, c'est que ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas que quelques économistes qui savent que les emplois du milieu sont en voie de destruction et que ça se voit par la pression croissante que l'on a sur ceux qui occupent ces emplois. Alors nous avons fait un travail avec des collègues pour essayer de voir s'il y avait une corrélation entre le vote et le fait que son emploi soit menacé par l'automatisation. Et il y a en fait une corrélation assez forte, puisque vous avez ici vote pour la droite radicale, ici on mesure le risque de voir son emploi remplacé par un robot, ici il n'y a pas de risque, ici il y a un risque élevé, et ici c'est le niveau de vie des individus. En noir, les individus mènent une vie confortable. Ici, ils ont un revenu juste suffisant. Ils ont l'impression qu'ils ont juste assez, voire pas tout à fait assez. Donc, c'est ce qu'on peut appeler les fins de mois difficiles. Ici, ils ont une vie difficile et ici, une vie très difficile. Et ce que vous voyez, c'est que à mesure que le risque d'automatisation s'élève, vous avez les personnes qui mènent une vie confortable et les personnes qui ont des revenus juste suffisants qui ont de plus en plus de probabilité de voter pour la droite extrême, alors que c'est l'inverse, c'est-à-dire que pour les personnes qui ont des difficultés, plus la menace de perdre son emploi ou d'occuper un emploi très peu qualifié, ceux d'en bas dont on parlait tout à l'heure, alors le risque de voter pour l'extrême droite diminue. Vous avez ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'attraction vers la gauche radicale pour les gens qui sont menacés par l'automatisation, sauf un petit peu pour les gens qui ont une vie très difficile. Ça baisse partout. Plus on est menacé d'automatisation, plus le vote pour le centre droit baisse. Ça ne fait pas grand-chose pour ce qui est du vote pour le centre gauche, sauf pour ceux qui sont les plus en difficulté. Et vous avez en revanche une tendance généralisée à l'augmentation de l'abstention. Premier phénomène, les gens qui voient leur emploi à risque ont plus de probabilité de s'abstenir ou de voter pour la droite radicale que les autres. Et à l'inverse, ça ne joue pas pour les autres. Alors, voilà un peu ce que l'on pourrait dire. Comme on va garder quelques minutes pour le débat, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il ne suffit pas de décrire l'éparpillement de la société, il faut aussi comprendre les relations entre les groupes de la société. Et je crois que nous avons
un groupe, celui du milieu, en tout cas celui d'en bas du milieu, les petites classes moyennes, les gens, donc vous le savez, parfois certains éditorialistes s'en étonnent, ils disent mais quand même de quoi ils se plaignent, ils ont une voiture, ils ont un emploi, ils ont tout ce qu'il faut. Eh bien ce sont des gens qui étaient au cœur de la société dans les années 50, 60, 70. C'était, vous en parliez tout à l'heure, des prolétaires devenus des classes moyennes. Hein, et aujourd'hui, ces classes moyennes-là, ces gens qui ont une maison, qui ont un emploi, qui votent, voient leur horizon menacé. Et à plutôt juste raison. Et ils protestent. Voilà, ils protestent, et ils protestent de façon violente dans la mesure où ils ne se sentent pas représentés par les partis politiques existants. Et les premiers à les avoir identifiés, à dire « mais je sais que vous avez des difficultés, je sais que ça ne va pas pour vous, etc. » c'est Trump. Trump, il dit « je sais que vous perdez des emplois dans l'industrie, je viens vous voir ». Alors, je parle bien du contexte américain. Hillary Clinton n'est pas allée dans 3 États où il y avait une forte désindustrialisation parce qu'elle était sûre qu'ils allaient voter pour elle. Lui, il est allé les chercher. Vous avez un ensemble de gens qui leur parlent, et peut-être un problème de la gauche, c'est de ne pas les avoir identifiés. Et après, quand Hillary Clinton, je ne parle que des États-Unis pour ne pas trop parler de la France, les a identifiés, vous savez comment elle les a qualifiés, les électeurs de Trump issus de ces milieux-là, elle les indice, c'est les déplorables. Les déplorables. Ben oui, ils sont blancs, ils sont machos, ils sont racistes, etc., ce qui est en partie vrai. Il reste que derrière ça, c'est un groupe social en perdition, qui proteste et qui a d'énormes problèmes sociaux, c'est-à-dire des fins de mois difficiles, mais aussi des problèmes de douleur, de santé. Vous avez aux États-Unis toujours, pour ne pas parler de l'Europe, mais on pourrait transposer, une carte entre ceux qui souffrent de l'épidémie d'opioïdes, vous avez entendu parler de cela peut-être, hein, des médicaments qui luttent contre les douleurs, qui sont extrêmement forts, et tellement forts qu'on en devient dépendant. Et vous avez des grandes stars qui en sont mortes, Prince et Michael Jackson, hein, c'est la dépendance aux opioïdes, aux painkillers, hein, aux antidouleurs extrêmement puissants. Eh bien, si vous faites la carte de là où on en consomme le plus, vous avez une corrélation forte avec le vote Trump. D'accord ? Donc ce sont des gens en difficulté, mais qui l'expriment d'une façon que la gauche n'a pas d'habitude de reconnaître et de porter, puisqu'elle va plutôt parler, vous le voyez dans les cartes, à ceux qui sont dans les emplois d'en bas, les plus précaires, les plus en difficulté, sans voir qu'il y a une couche juste au-dessus qui est en pleine protestation. Et alors elle essaye de parler aux classes moyennes, mais les classes moyennes ne se sentent pas... Elle parle en fait aux classes moyennes supérieures, si je peux me permettre, les lecteurs de votre journal, c'est-à-dire les gens très qualifiés, les gens, vous parliez, voilà, les gagnants du changement technologique. Le dernier point, c'était ça, c'est qu'il ne faudrait pas croire qu'il y a des classes séparées les unes des autres, puisque quand on dit que Grégory et moi, et vous, en tant qu'intellectuels, on bénéficie d'une augmentation de notre productivité grâce aux ordinateurs, il n'y a pas que ça qui améliore notre productivité. C'est qu'on n'a plus à se soucier de faire le ménage, on n'a plus à se soucier de faire les courses, on n'a plus à se soucier de la prise en charge des jeunes enfants, vous parlez, parce qu'il y en a d'autres qui s'en occupent pour nous. Et donc on peut se concentrer sur nos tâches. On peut passer le temps nécessaire à se concentrer sur nos tâches parce qu'il y a d'autres gens, nos servants, qui s'occupent de tâches qui pourraient nous prendre du temps. Et donc en fait, la productivité, elle vient aussi de cela. Or, ce qui se passe actuellement, donc il y a un rapport d'utilisation des autres, ce qui se passe actuellement, c'est que les autres ne voient pas leur salaire augmenter, et donc les autres ne prennent pas leur part à l'augmentation de la productivité. Nous, on la capture, mais effectivement, on peut continuer de bosser dans le Uber, on peut continuer de bosser pendant qu'on nous livre une pizza, etc. Et là, il y a un vrai problème de partage du gain de productivité, de la valeur ajoutée, et un rapport de domination entre nous qui en bénéficions et ces gens qui s'occupent de nous, de nos enfants, de nos personnes âgées, etc., pendant qu'on bosse comme des malades. Alors, tout le monde bosse, mais il y a un rapport à réfléchir, et c'est peut-être là des voies à suivre pour repenser les rapports de classe et pour repenser aussi les positionnements des partis politiques. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci pour cette présentation très complète, ces 2 interventions de grande qualité. Je crois qu'on a quand même pas mal fait le tour de la question en 1 heure, ce qui était une gageure. Quelques remarques très rapidement. Je vous laisse la parole. Alors soyez extrêmement succinct, soit pour une question, soit pour une remarque. On va essayer d'en prendre 4 ou 5. Après, on fait un mot de conclusion et puis voilà. Merci. Donc je ne sais pas qui veut
Qui veut dire un mot? Soyez extrêmement bref, si vous pouvez, là, Oui. qu'on puisse... Bonjour, très brièvement, vous parliez de transition générationnelle, oui. existe-t-il un risque de rapport de force générationnel? Alors, une guerre générationnelle. Oui, certains la voient. Voilà. Alors, un, guerre générationnelle. Deux, est-ce qu'il y a d'autres... Oui, monsieur en haut, alors. Vous n'avez pas de micro, allez-y, parlez fort. Oui, dans les emplois de service, il me semble qu'il y a beaucoup d'emplois qualifiés pour organiser les services. D'accord, alors il y a aussi des emplois qualifiés pour organiser les services. Donc, est-ce qu'il y a un gisement d'emplois de qualité dans les services? Voilà. Autre remarque, autre question? Oui, madame. Est-ce que les gilets jaunes se confondent complètement avec ces professions intermédiaires? Moi, Voilà. Est-ce que les gilets jaunes Il y a sont des ces professions intermédiaires qui... Voilà. Est-ce qu'elles sont uniquement... voilà. D'ailleurs, difficile parfois d'identifier les gilets jaunes. Allez, une dernière, madame, et puis voilà, là, ça fera déjà bien. Et je suis étonnée parce que vous n'avez pas du tout parlé de la révolution actuelle qui commence à s'engager dans les entreprises par les banques en premier, avec les ruptures conventionnelles collectives, c'est-à-dire des générations entières et, semble-t-il, une sélection choisie dans les entreprises pour les enlever du marché du travail, les mettre à la charge collective, donc du chômage. C'est quand même un échec dans une vie professionnelle. Et donc effectivement, pour créer de nouveaux types de postes, c'est positif pour les jeunes générations parce qu'ils vont rentrer effectivement sur le marché du travail. Mais enfin là, c'est une révolution technologique où, comme dans les années 80, on met à la porte énormément de gens en disant qu'ils sont incapables de se former. Très bien. Alors, est-ce qu'on a là un risque aussi d'augmentation du chômage, de recours accru dans les années qui viennent à ces nouvelles ruptures conventionnelles collectives qui sont permises par la réforme du Code du travail, qui a été mis en place au tout début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors voilà, qui veut répondre? Eh bien, Grégory, pardon. Grégory, à vous pour commencer. D'accord, merci. Alors traditionnellement, c'est vrai que les restructurations, le progrès technologique est plus favorable aux jeunes parce qu'ils ont plus de temps pour se former. Ils peuvent directement acquérir les connaissances spécifiques. Et donc, s'il y a des restructurations, des nouvelles manières de produire, c'est vrai que les travailleurs les plus âgés vont avoir tendance à être soit débarqués des entreprises, comme vous le dites, parce qu'on va considérer qu'ils ne sont pas forcément les mieux à même à accomplir les nouvelles tâches, parce que déjà ils coûtent plus cher et ils sont plus difficiles à reconvertir en théorie. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que les individus ont du capital humain spécifique qu'ils ont accumulé au cours de leur carrière et que donc effectivement pour les individus les plus âgés, les individus intermédiaires, et là je rejoins un peu le choc générationnel, le progrès technologique est toujours plus favorable aux nouvelles générations et à ceux qui arrivent, et donc effectivement une fluidification du marché du travail à travers la rupture conventionnelle ne peut qu'accentuer les réallocations qui, si elles sont vraiment structurelles, se seraient produites sans rupture conventionnelle, mais peut-être de manière plus douloureuse, plus douloureuse. Ouais, avec des licenciements économiques, des pressions qu'on a pu avoir chez Orange, par exemple, à l'époque où il y avait du management qui visait à pousser les gens à démissionner. Donc voilà, je ne sais pas si les ruptures conventionnelles sont pires que ça. Voilà, pour le dernier point, très brièvement, donc est-ce qu'il y a des emplois qualifiés qui permettent d'organiser les services? Non, tout à fait. Il y a de l'emploi qualifié à tous les niveaux. Donc quand il y a un nouveau secteur qui se crée, on a aussi besoin de coordination, d'informaticiens qui permettent de gérer tout ça. Et voilà, tout. Autrement dit, est-ce qu'il y a des emplois très qualifiés chez Amazon, par exemple? Bien sûr, je pense que Amazon est une des entreprises les plus polarisées et les plus qualifiées au monde, puisque vous avez des data scientists d'un côté, et puis des gens qui sont et sur les emplois de service proprement dit, dans l'encadrement des services à la personne, dans la distribution, dans tous les services à la personne, dans tous ces... Est-ce qu'il y a je ne sais pas, des nouveaux emplois, j'en sais rien, dans le care, d'infirmiers, de référents. Est-ce qu'il y a des emplois très qualifiés qu'on peut attendre dans les services à la personne dans les années qui viennent? Ce qu'on s'est aperçu, c'est que, par exemple, chez les banquiers, lorsque les distributeurs automatiques sont apparus, ça avait pour effet de qualifier l'emploi des employés qui restaient. C'est-à-dire qu'au lieu de donner de l'argent et de faire signer les livrets, ils ont offert des prêts, ce qui demandait donc des capacités de calcul, des capacités commerciales qui n'étaient pas les mêmes. Si dans les supermarchés, on remplace les
les caissières par des robots, on aura besoin de gens pour manipuler les robots de la caisse ou pour programmer. Donc voilà, on aura un effet de qualification qui ne sera pas forcément... qui va bénéficier soit des ingénieurs si c'est très qualifié, ou alors des postes de manager pour superviser, voilà, pour réparer ces caisses automatiques. Voilà. D'accord, très bien. Bruno, je vous laisse. Alors, sur cette question de savoir qui se fait remplacer, en fait, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que la question n'est pas un robot prend la place d'une personne. Ça n'existe que pour 9-10% des emplois. Pour le reste des emplois, la question, c'est quelle est la relation entre l'homme et la machine. Et vous pouvez avoir une relation qui peut être positive, c'est-à-dire que l'homme s'appuie sur la machine et déleste à la machine ce qui est pénible physiquement, ce qui est routinier, ce qui est justement pas très intéressant pour garder la meilleure part, la part qui a fait appel à de la créativité, pour garder la part qui fait appel à de l'interpersonnel, du conseil par exemple, pour placer des prêts ou des choses comme ça pour la banque, mais on peut en penser d'autres. Donc ça, c'est une voie possible. Mais il y a l'autre voie possible qui est la soumission à la machine. Donc typiquement, dans les entrepôts d'Amazon, ce que l'on sait, c'est que beaucoup des conditions de travail sont déplorables du fait que, en fait, c'est le robot qui décide ce que les gens doivent faire. Mais on peut citer aussi les caisses d'allocation familiale. Moi, j'avais étudié ça dans les années 90. L'informatisation, elle a soumis les agents des caisses d'allocation familiale au robot parce que c'est l'ordinateur qui décide du barème et à quoi les gens ont droit. Donc c'est un vrai enjeu sociétal, organisationnel, et je pense que les syndicats, les ressources humaines, etc., sont clés ici pour savoir comment on organise la relation entre l'homme et la machine sur le lieu de travail, plutôt que de présupposer que ça sera un remplacement généralisé. Ça, c'est le point, et c'est un point sur les futures générations qui est tout à fait essentiel. Je crois qu'on doit terminer. Oui, sur les... Alors, moi, voilà, sur la guerre entre les gens. Eh bien, le paradoxe, c'est que dans les pays où il devrait y avoir le plus fort cette guerre, c'est-à-dire en Europe du Sud, où les taux de chômage sont à entre 25 et 50% des jeunes, où les inégalités sont des inégalités de génération, vous avez les retraités les plus âgés qui sont beaucoup plus riches que les jeunes, donc ça c'est en Europe du Sud et c'est un peu vrai en France, c'est là où vous avez le moins la guerre entre les générations. Alors que dans les pays nordiques, vous avez entendu parler sans doute du parti pirate, vous avez des partis de jeunes qui protestent contre le système existant, etc. Vous avez aussi des mobilisations de jeunes contre le système, contre les inégalités dans les pays anglo-saxons, mais vous n'en avez pas ni en France ni en Europe du Sud. Et c'est pour moi un mystère parce que c'est là où les inégalités entre les jeunes et les vieux, pour le dire très très vite, sont les plus fortes. Eh bien la réponse, je crois qu'elle se situe dans le système de retraite. Si vous regardez ce qui s'est passé en Espagne, en Grèce, au Portugal et en partie en Italie après la crise de 2008, c'est que dans beaucoup de familles, il ne restait plus que le revenu de abuelo, comme ils disent en Espagne, du grand-père, pour faire vivre la famille. Donc les solidarités familiales, vous comprenez, l'entraide entre les membres de la famille, se sont appuyées sur la redistribution, sur l'État-providence, sur le système de retraite. De même, les jeunes en France se mobilisent beaucoup plus sur la question de retraite pour eux-mêmes avoir des retraites, comme leurs parents et leurs grands-parents, que pour se poser la question de la redistribution actuelle des revenus. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Par contre, on a vu se mettre en place vendredi dernier et les autres vendredis une lutte qui peut apparaître intergénérationnelle, où les jeunes disent « vous ne vous préoccupez pas du climat, parce que vous serez morts d'ici là, mais nous, on sera toujours en vie, et on veut avoir le climat. » Et là, il est très possible qu'il y ait une lutte générationnelle entre les intérêts de court terme de ceux qui sont en âge d'en bénéficier aujourd'hui, donc plutôt âgés, et qui s'en foutent, parce qu'après eux, le chaos, et les jeunes qui disent « non, non, mais moi, je veux pouvoir avoir une vie décente ». Et là, je crois que c'est là-dessus que ça peut se passer aussi. Merci beaucoup.